Le business du sport. Les compteurs avec Sacha Gavami. Bienvenue dans ce 9e épisode de la saison 2 du podcast Les Compteurs. FX Bénard, toujours avec Sacha Gavami. Salut Sacha. Salut FX. On a pris une pause la semaine dernière. J'ai eu une intoxication alimentaire, alors on a dû reporter l'épisode. Mais là, ça fait en sorte qu'on a du stock en masse aujourd'hui. On a le bilan de fin de saison du Canadien. On a également une première liste préliminaire des 50 agents libres qui s'en vient dans la Ligue nationale de hockey. On va jaser de tout ça. Et en commençant, je vais te demander, comment as-tu trouvé le bilan de fin de saison du Canadien? La dernière fois qu'on s'est parlé, le Canadien est encore en vie. Mm-hmm. Le Canadien se battait encore contre les Capitals de Washington au premier tour, mais là, c'est terminé. Il y a eu le bilan des joueurs, il y a eu le bilan de la direction. Comment as-tu trouvé les propos de Kent Hughes et Jeff Gorton sur différents joueurs, dont un certain Patrick Laine? Ça a fait jaser, hein? Ça a fait jaser. Moi, j'ai trouvé ça très bien comme bilan. Ouais. J'ai trouvé que le Canadien, tu sais, Gorton et Hughes, ils font une belle équipe, hein, ces deux-là. Honnêtement, là, tu vois qu'ils se complètent bien, puis c'est le fun à voir. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien honnête, tu sais, le discours sur... puis on va revenir à Laine, je pense qu'on va en parler encore. On va en parler en masse. Mais tu sais, oui, ils ont été relativement positifs par rapport à Laine. Ils ont parlé de Kirby Dach comme quoi il y avait encore sa place, mais quelle place c'était à voir selon lui. Ils ont vraiment conclu le fait qu'il y avait besoin d'un deuxième centre. Fait que ça, c'est encourageant de savoir qu'ils voient que c'est pas Newhook la solution, puis c'est pas Dach la solution à cette position-là. Je pense qu'il y a quand même une déception à avoir chez les dirigeants du Canadien parce que je pense qu'on croyait vraiment que Kirby Dach allait avoir ce rôle-là dans les prochaines années. À la base, quand le Canadien était le chercher via transaction, je pense qu'on avait de bonnes attentes que ça puisse être ce gars-là parce que c'est un gros joueur, 6 pieds 3, gros joueur de centre. Puis quand tu regardes un peu l'organigramme de l'équipe, Nick Suzuki, c'est quand même un petit joueur. Cole Caulfield, un petit joueur aussi. Ivan Demidov se démarque pas non plus pour sa grosseur. Mais froidement, ils l'ont admis. Juste avant qu'on aille sur Laine, froidement, ils ont admis quand même que dans le cas de Kirby Dach, ça avait été une certaine déception parce qu'il y a eu un mauvais camp préparatoire. Puis on serait attendu quand même à mieux. Mais ils n'ont pas jeté l'éponge. Il reste une année de contrat. Et là, c'est là que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire pour la dernière année de contrat de Kirby Dach. Les choses peuvent changer vite aussi. Puis je suis pas en train de dire que tout va se régler dans le cas de Kirby Dach. Mais il revenait d'une grosse blessure au genou. Ça y a pris du temps à embarquer. L'équipe avait de la difficulté. Toute l'équipe. Et il s'est reblessé encore. Je pense que son état de santé, c'est ce qui m'inquiète le plus. Il n'a pas l'air d'être un joueur qui a de rester en santé. Mais il n'y a pas si longtemps, on parlait de Josh Anderson comme quoi on était prêt à l'échanger contre n'importe quoi, le racheter, tout ça. Et Martin Saint-Louis a trouvé la bonne chaise pour Anderson. Est-ce que Kirby Dach a besoin d'une nouvelle chaise ou est-ce qu'il joue à l'aile? Il joue peut-être sur un trio où ce qui est moins attendu, qui performe offensivement ou ce qui est plus libéré pour regagner la confiance. La confiance, c'est gros dans le sport, dans la vie aussi, mais dans le sport, je pense qu'il manque de confiance. Je pense d'avoir confiance sur son corps va le suivre. Puis je pense que le Canadien est honnête dans leur façon de travailler. C'est, regarde, il faut voir quelle place tu vas gagner. C'est à toi de gagner le poste. Puis, tu sais, il y a un adage que j'essaie de toujours suivre, c'est j'essaie de jamais réparer une erreur par une erreur. Fait que si Kirby Dach, ça se trouve que c'était une erreur d'avoir transigé pour lui, ça sera pas la première ni la dernière erreur que le Canadien va faire. Mais essayons pas de forcer la chose, voyons que ça va donner. Je regarde un peu la situation de Patrick Laine. Il reste une année de contrat à 8,7. Quand j'avais regardé l'option de rachat de son contrat. Parce que là, ce qui est important de mentionner, c'est qu'on a dit en point de presse, comme tu l'avais dit aussi, puis c'est vrai, si Patrick Laine avait été absent de cette équipe-là durant toute la saison, le Canadien n'aurait pas été en série. C'est vrai, on ne peut pas négliger tous les buts qu'il a marqués en avantage numérique. Sauf que ça m'embarque à dire de revenir un peu sur la culture de l'organisation. Est-ce que tu veux vraiment débuter la prochaine saison avec un gars comme Patrick Laine dans ton alignement? Et là, je regardais l'option de rachat. Là, j'essaie de retrouver l'option parce que la dernière fois que j'avais regardé, il me semble que dans le cas de Patrick Laine, la première année d'un buyout d'un rachat serait un petit peu moins de 4 millions de dollars, 3,9. Puis je crois que pour la deuxième année, ce sera entre 2 ou 2,5 millions. Est-ce que tu es mieux de le racheter? Est-ce que tu tentes de l'échanger durant l'été? Est-ce que tu le gardes en vue de la prochaine saison?
Moi, je le rachèterais pas, personnellement. Puis je vais arriver. Parce que j'ai toujours l'air de celui qui défend Patrick Laine puis qui aime Patrick Laine. Mais j'essaie de. Je pense que c'est important de creuser un peu plus sur avec qui on fait affaire, quel genre d'individu. Patrick Laine, il y a quelque chose qui m'a frappé dans son entrevue après la saison. Et je pense que c'est la première fois qu'il a parlé de ça aussi ouvertement, mais il a dit... Pour moi, mon objectif cette année, c'est de retrouver le plaisir de jouer au hockey. Et c'est quand même gros, ça, comme statement. Parce que ça veut dire là, que quand le Canadien a transigé pour lui durant l'été puis qu'ils l'ont amené à Montréal, c'est un joueur où on connaît ses enjeux à l'extérieur de la glace, qui avait des problèmes de dépendance, je pense, aux jeux vidéo. Ouais. Et que lui, ça ne tentait peut-être plus de jouer au hockey. Et cette année, il a réussi à retrouver le goût de jouer. Est-ce que c'était à la hauteur de l'intensité de l'effort qu'on s'attend, qu'on veut des joueurs? Non. Puis je regarde les matchs, je suis capable de voir, là, c'est comme, non. Mais on partait de loin. Puis pour moi, racheter le contrat, on pèle un problème par en avant. Si Patrick Laine, on le garde, puis qu'on ne l'échange pas, puis qu'il y a eu encore une saison difficile, mais tu coupes le cordon à ce moment-là puis tu passes à d'autres choses. Racheter le contrat, moi je pense que ça va juste... Tu vas garder un salaire de plus sur la masse dans les années à venir. Ouais. On a vu que les longs contrats font mal aux Canadiens. Pour moi, on a une chance de finir ça après 1 an. Si une équipe veut échanger pour puis qu'il voit un potentiel, parce que on le critique beaucoup, mais je le maintiens, puis tu l'as dit tantôt, sans Laine, on est sûrement pas en série. Puis il y en a qui vont dire, ouais, mais si, il a peut-être causé des buts, puis avec ça, ouais, mais ça reste que l'avantage numérique, c'est beaucoup amélioré. Puis c'est un excellent tireur sur l'avantage numérique. Est-ce qu'il manque de créativité? Oui, ce serait le fun qu'il y ait d'autres jeux que ça. Puis quand on l'a enlevé, quand il s'est blessé en série, puis qu'on l'a enlevé, l'avantage numérique roulait bien parce qu'il y avait plus de dynamisme. Ouais. Fait que je suis pas en train de dire qu'il faut qu'il soit sur la deuxième trio. Je suis pas en train de dire qu'il faut qu'il y ait tant de minutes de jeu. Je suis pas en train de dire qu'il sera pas healthy scratch durant l'année. Mais je ne crois pas qu'une situation de le racheter ferait du sens. Mais comme plusieurs joueurs sur l'équipe, il faut que tu sois prêt à transiger. Si tu vois une opportunité d'améliorer ton équipe, que ce soit lui ou d'autres joueurs dans l'équipe, je pense que définitivement tu peux l'échanger. Et est-ce que tu crois qu'un gars comme Kirby Dach, lui, peut se racheter pour une dernière année avant la fin de son contrat, peut démontrer qu'il a le potentiel de jouer éventuellement sur un top 6? Ben, pour vrai, Aurais-tu de la difficulté à avoir Laine ou Kirby Dach sur un deuxième trio pour commencer la prochaine saison? Là, je sais qu'on va revenir sur l'été occupé là, de Kent Hughes et Jeff Gorton parce qu'à mon avis, c'est l'été le plus important depuis qu'ils sont en poste. Là. Mais est-ce que tu serais à l'aise d'avoir un de ces deux gars-là sur ton top 6 pour commencer la prochaine saison? Ouais, et puis, regarde, encore une fois, je vais avoir l'air de défendre Patrick Laine, OK? Mais j'ai de la misère à croire qu'un joueur aussi talentueux que lui, puis, tu sais, l'autre fois quand que je disais, tu regardes les séquences à Winnipeg, ça se peut pas, là. Tu perds pas cette vitesse-là, à moins que, bon, les blessures, le corps, peu importe, le rattrape. Mais donne-y un vrai deuxième centre. Donne un deuxième centre qui a de l'allure. Puis c'est là que je pense qu'on peut l'évaluer à 100% comme il faut. Parce que Doc faisait pas le travail. Nurk, c'est pas un deuxième centre. Jake Evans, il faisait son possible, mais c'est pas viable comme deuxième centre. Fait que je pense Doc ne sera pas prêt pour commencer l'année de toute manière, je pense. Je le verrai pas retourner deuxième centre. Je pense que le deuxième centre va se retrouver cet été. Ça va être un joueur qu'on ne sait pas encore c'est qui. Je serais pas malheureux de voir... Ben, malheureux. Je serais pas étonné de voir Patrick Laine encore sur le deuxième trio pour commencer l'année. Pour la simple et unique raison que c'est pas un joueur de quatrième trio, puis c'est pas un joueur de troisième trio. Comme il remplira pas le rôle que tu veux lui sur un troisième ou un quatrième trio. Fait que pour moi, c'est soit le deuxième trio ou il a pas sa place dans l'alignement. Donc c'est ça que le Canadien va devoir voir à ce niveau-là de comment ils veulent gérer ça, mais il reste 1 an de contrat. Soyons patients. Mais est-ce que tu juges aussi que durant... Parce que c'est une situation quand même particulière. Est-ce que tu penses que durant l'été, le Canadien est en mesure d'aller chercher ce deuxième joueur de centre qui... Parce que pour toi, idéalement, ce serait Demidov, le deuxième joueur de centre, et Laine pour des petits... Non, idéalement, sincèrement, idéalement, tu regarderais upgrade Laine comme ailier. Tu regardes upgrade deuxième centre, puis tu aurais Demidov. Moi, je serais... Je crois que c'est le plan parfait, ça. Moi, je suis pas en train de dire qu'il faut garder Laine à tout prix. C'est juste,
faut pas non plus se dire que hey, on le rachète puis on le remplace par qui? Anderson sur la 2, tu vas affecter. Moi, je pense que ça serait une erreur. Je pense qu'il a trouvé son spot. Gallagher, ça marchera pas. Y a-tu vraiment quelqu'un dans l'organisation à court terme qui peut monter sur un deuxième trio à part Demidov? Non. Donc, ça voudrait dire qu'il faut que tu ailles signer un allié ou transiger pour un allié, puis même chose pour un deuxième joueur de centre. Avec la masse salariale limitée, à moins que tu fasses des transactions pour te libérer de la masse. Avant de te lancer sur les transactions pour libérer de la masse, as-tu perçu que dans le bilan de fin de saison du Canadien, quand on a parlé de Patrick Laine, comme Montréal est un des marchés les plus scrutés de la Ligue nationale de hockey, c'était évident qu'on allait regarder ce qui se passait à Montréal durant le bilan de fin de saison. Crois-tu qu'on a voulu, pas vanter Laine, mais donner des bons commentaires parce que la stratégie à la base, c'est pas de planter un gars si tu veux éventuellement l'échanger? Oui, parce que je pense que les partisans, puis moi je suis une personne émotive aussi comme partisan, on regarde ça, on est comme, ben là, pourquoi il a dit ça, pourquoi il a pas été plus harsh à son égard, qu'il manquait d'efforts, qu'il n'y a pas l'intensité. Comment tu veux qu'il aille après ça le transiger si publiquement il ramasse? Beaucoup plus difficile, là. Si tu dis il a pas mis l'effort, il a pas mis ci. Même chose pour Kirby Dach, pas pour les mêmes raisons, mais il va pas commencer, quand je dis il, Hughes et même Gorton, ils vont pas commencer à rabaisser les joueurs qui après ça ils vont sur le téléphone pour essayer de vanter leur mérite pour aller faire une transaction. Faut pas prendre ce qu'ils disent comme un vote de confiance en disant l'année prochaine, c'est ceux qui sont là. C'est des gars de hockey, ils voient la même chose que nous. Ils voient qu'il manque d'effort. Ils voient que l'intensité est pas là. Ils voient que Laine ne suit pas le rythme à 5 contre 5. Ils le voient, ça. Mais c'est sûr qu'ils sont en train de se dire qu'est-ce qu'on peut aller chercher de mieux. C'est-tu Newhook que tu mets à l'aile sur le deuxième trio? Je suis pas convaincu. On oublie Newhook, mais Newhook, c'est peut-être lui que tu mets à l'aile avec Demidov et un autre joueur de centre. Juste la ligne de centre l'an prochain, là, c'est difficile à déterminer. Là. On est encore très très tôt, la saison vient de finir, là, mais pour moi, il y a seulement 2 évidences en ce moment. Nick Suzuki va être ton centre de premier trio et Jake Evans va être ton centre de 4e trio. Après ça, là, je suis pas capable de te dire... Mais tu le mets où, Newhook? Tu sais, mettons, là, ton 3. Mais tu le mets à l'aile où? Sur le deuxième trio? Ben ça voudrait dire qu'il remplacerait Laine. Est-ce qu'on préfère Newhook à l'aile ou Laine à l'aile? Pour l'intensité, l'effort, l'engagement, c'est sûr que c'est Newhook. Newhook était meilleur au centre qu'à l'aile cette saison. Tu trouves? Je pense que quand il est en mesure de prendre en charge son trio, quand il est au centre, il est en mesure de prendre un peu plus en charge son trio, mais c'est pas une solution il va être le à long troisième terme. centre. Parce qu'on s'entend... Ça va être ça? Si c'est ça, parce qu'à un moment donné... Au cercle des mises en jeu, il est terrible. Il est terrible. Il est terrible. Fait que, je veux dire, c'est là qu'il y a comme un casse-tête présentement qui me laisse croire qu'il va y avoir du mouvement. T'as pas de défenseur droitier. T'as Ryan Backer qui va monter. T'as Carrier, mais t'as avec la retraite de Savard. T'as Carrier, puis t'as Ryan Backer. Ryan Backer n'a pas encore joué un match à l'Union. Et Mailloux, mais Mailloux... Moi, je crois que Mailloux, on va l'utiliser dans une transaction. Éventuellement. Si le Rocket peut continuer à faire une run en série, là, ça serait bon pour les perspectives de transaction. Mais c'est un beau casse-tête. Puis c'est pour ça que je pense qu'avant de dire on rachète Laine, il faut que ça se fasse partie d'un plus gros plan. Voyons toujours par qui qu'on le remplace. Si on pense que remplacer, on va mettre Newhook à la place de Laine, tu l'as à l'interne, bon, ben dans ce cas-là, tu transiges Laine et tu passes à d'autres choses. Mais effectivement, est-ce qu'il peut attirer l'attention? Mais cette solution pourrait être Kirby Dach aussi à l'aile. Kirby Dach à l'aile, mais il ne sera pas prêt pour débuter l'année. D'après ce que j'avais lu, là. Je me trompe-tu, là? Ben, en fait, on n'a pas de confirmation, là. C'est pas... Ben, je pense pas qu'ils vont vouloir le rusher, justement. Tu sais, je pense que... Mais l'an passé, il n'y a pas eu un bon camp d'entraînement, là. Kent Hughes et Jeff Gorton l'ont dit. Là. Après 1 an, tu vas le ramener, tu vas le mettre ça à 2 tout de suite avec Demidov? Non. Tout dépend de ton joueur de centre en même temps. Tout dépend qui tu vas aller chercher à la centre, puis ils savent qu'il faut qu'il en chercher un. Slav, vas-tu jouer une saison complète l'année prochaine ou il va commencer juste en décembre, janvier? Ça aussi. Ça fait 2 ans que c'est ça. Comme... Je veux juste... Moi, ma réflexion par rapport à tout ça, c'est... J'ai pleine confiance dans les dirigeants. C'est leur plus gros été. Là. Parce que, je dis tout le temps, pour la direction, un rebuild, c'est le fun, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de pression, puis tu accumules des choix, puis on fait des belles transactions. Ouais. Sean Monahan qui va rapporter 2 choix de première ronde, parce que le Canadien va repêcher 2 fois cette année. Tu sais, Sean Monahan, c'est extraordinaire. Tu regardes ce qu'ils ont... La transaction Arthurie Lekonen,
pour Justin Barron. Au final, Barron a rapporté Alex Carrier. Je suis prêt à l'accepter dans les circonstances où la transaction s'est faite. Mais il y a eu plusieurs mouvements de personnel qui ont donné des choix au repêchage qui étaient des très bonnes transactions, je pense, pour le Canadien. Oui. Fait qu'ils ont bien fait ça jusqu'à Le maintenant. choix de deuxième ronde de Brett Kulak qui est devenu Lane Hudson. Là, après ça, c'est sûr que les choix au repêchage, écoute, tu flippes, puis on sait pas ce qui peut arriver avec puis ça. si Demidov, il est bon comme on pense qu'il va l'être, puis si Reinbacker, moi je le regarde jouer à Laval, puis il m'impressionne pas à peu près, là. Fait que si ça se traduit par du succès en Ligue nationale, ça va avoir été des bons repêchages. Puis voyons ce qu'ils vont faire. Comme il y a beaucoup d'inconnus, parce que quand tu regardes l'alignement, fait que pour un DG, c'est comme un casse-tête, tu te dis OK. Fait que là, troisième centre s'en va. J'ai Armia qui s'en va. J'ai mon deuxième trio. J'ai le deuxième centre, il faut que j'aille combler. Mais c'est pas nécessairement un deuxième centre, il faut que tu ailles combler parce qu'il y en a un qui part. C'est ça le casse-tête. C'est que tu n'as pas quelqu'un à l'interne qui est assez bon pour le jouer. Mais comment tu gères cette espèce de congestion qui va se créer en nombre de joueurs? Ça va être des transactions, selon moi. J'essaie d'aller voir, parce qu'on va parler un peu plus tard durant l'émission, durant le podcast. Il y a une liste des 50 meilleurs joueurs, agents libres, qui sont disponibles cet été. Ouais. J'essaie de trouver le nom de Christian Dvorak là-dedans. C'est Frank Cervelli qui l'a fait de Daily Face-Off. Mais j'ai Yoel Armia. Il y a une estimation de son salaire. Parce que les autres, ils font affaire avec AFP Analytics, qui, eux, habituellement, sont bullseye. Ils regardent ce que le joueur peut t'apporter, la tendance de la masse salariale, puis faire une estimation de ce que le joueur va te coûter. Et je regarde, j'ai trouvé Yoel Armia dans la liste. 2 ans, 2,5 par année. Quand même intéressant. 2 ans, 2,5. Tu le garderais à ce prix-là? Est-ce que tu gardes... pas à ce prix-là. Parce qu'à ce prix-là, c'est correct. Ouais. Est-ce que tu penses que le Canadien rend service à leur jeunesse puis à ce qu'ils veulent développer en gardant Armia sur le 4e trio? En même temps, la question que je me pose derrière ça, c'est qui est prêt à prendre sa place? Je te lance la question. Parce que dans la Ligue américaine, cette année... Florian Jacquet a été sensationnel, mais Florian Jacquet, je crois que c'est le type de joueur où il faut être patient. Peut-être débuter la prochaine saison dans la Ligue américaine, puis éventuellement le graduer dans la Ligue nationale. Ça va être un joueur de la Ligue nationale, un bon joueur du 4e trio. Après ça, Owen Beck, on a vu ce qu'il pouvait apporter cette année en haut, en bas. Ça a été plus difficile vers la fin de la saison. Pas certain qu'il va débuter la saison à Montréal. Non. Kapanen... pas été convaincu de ce qu'il nous a démontré en fin de saison après être parti en Suède et être revenu. Alors, si jamais, mais je pense que c'était l'organisation de voir, mais si jamais on n'est pas convaincu qu'un de ces gars-là peut prendre une place dans l'alignement du Canadien, je pense que je garde Armia. Ben, à ce prix-là, 2 ans, 2,5. Ben, moi, j'ai pas de problème avec ce raisonnement-là parce que c'est un des meilleurs joueurs sur le désavantage numérique. A joué blessé en fin de saison. Ouais. On a moins vu son efficacité en fin de saison parce qu'il était blessé. Ah ouais. Puis ça a apparu dans les performances de Evans aussi. Moi, je suis pas contre. Puis je pense que c'est là que, au lieu de se concentrer sur... Je pense, en tout cas, je le suis pas, mais si j'étais dans le management du Canadien, au lieu de se concentrer sur les gars qui marchent pas, ou qu'est-ce qui va moins bien, je pense qu'il va y avoir une grosse réflexion. Il va y avoir une grosse réflexion sur les gars qui fonctionnent bien. Puis, t'as Suzuki, t'as Caulfield, t'as Hudson, t'as Slav. Ben, Slav, je l'aime beaucoup, mais il faut qu'il monte la constance. Puis même lui l'a dit après l'année, après la saison. T'as Hudson, t'as Carrier. C'est quel rôle tu donnes à Matheson l'année prochaine? Tu sais, parce que Matheson, c'était celui qui allait contre les meilleurs attaquants adverses. Il a fait son possible, mais c'était plus difficile, là. Comme il y a aussi la défensive, tu as Goulet comme. C'est pour ça que, tu sais, en ronde, tu me posais la question, est-ce que tu. Ben, je sais pas si c'était en ronde ou hors ronde, mais tu disais, est-ce que tu serais déçu si le Canadien faisait pas les séries l'année prochaine? Non, comme fan, je serais déçu, mais dans la progression du Canadien, je ne vois pas, parce qu'ils ont fait les séries cette année, comme maintenant ils doivent les faire à chaque année. Mais je l'ai remarqué ça durant le bilan de fin de saison. Madison a été très, très prudent dans ses propos, en mentionnant qu'il n'y a rien qui était gagné d'avance. Non. Mais les jeunes joueurs de l'organisation, eux, semblaient dire « Maintenant, on avance. C'est rendu là, on avance. » Mais il y a des vétérans qui sont dit prudents quand même. Parce que Canadien, là, est rentré en séries éliminatoires
au dernier match de la saison régulière. Puis il y a des équipes qui ont été extrêmement désastreuses, mais qui vont se replacer en vue de la prochaine saison. Là. Puis ça tirait de la patte pas mal en fin d'année. Là. Il y a beaucoup d'équipes qui perdaient là, quand ils devaient Ouais. gagner des matchs. Là, t'sais. Fait les séries à 91 points. Ouais. Mais une chose qu'on a vue cette année, puis dans la façon que l'équipe va être administrée, puis dans la réflexion, je pense que les dirigeants vont avoir, Ouais. je trouve qu'il y a comme une séparation naturelle de certains joueurs par rapport à d'autres. Je pense que tu as des joueurs que tu as vus comme éclore, puis on les connaît. Tu as vu d'autres que c'était plus difficile à On a suivre. répondu à certaines questions. Ouais, comme, je veux pas dire du bois mort, parce que c'est intense comme phrase, mais tu as vu comme avec lesquels tu vas aller loin, puis d'autres qui sont remplaçables. Et ça a apparu cette année, je trouve. Ça a apparu comme, tu sais, des Armia, là, je vais nommer des noms, tu sais, des Armia, des Devorak, c'est remplaçable, il faut juste que tu le remplaces, tu sais, c'est pas, OK? Newhook, Doc, Laine, Savard prend sa retraite, Struble, comme, t'as vu un peu ça, ces gars-là, comme, OK, c'est peut-être pas ça, peut-être pas ces joueurs-là qui vont nous amener jusqu'au bout, puis, fait que je serais vraiment pas étonné, puis mon feeling me dit que c'est pas ça qu'ils vont faire, mais je serais vraiment pas étonné s'il y avait quand même beaucoup de changements cet été. Plus qu'on pense. Plus qu'on pense. Parce que t'as remarqué ceux que ça marchait, puis t'as vu d'autres que tu te dis, peut-être ça marchera juste pas, ça. Mais rappelle-toi, il y avait beaucoup trop de défenseurs. Il y avait congestion à la ligne bleue. Et tranquillement, pas vite, le Canadien a fait des transactions. Jordan Harris est dans la transaction Patrick Laine. Justin Barron est dans la transaction Alex Carrier. Mais ça, c'est pour aller acquérir un vétéran. Mais tu avais beaucoup de jeunes défenseurs en congestion à la ligne bleue. Ça se pourrait très bien que... Parce que là, tu as beaucoup de défenseurs gauchers. Là. Lenotun a joué à droite une grosse partie de la saison. Ça se pourrait très bien qu'on décide d'échanger un jeune défenseur gaucher pour aller acquérir quelque chose d'autre, ou que ce soit un défenseur droitier, ou que ce soit pour un deuxième joueur de centre, puis on se dit on va signer un vétéran qu'on va mettre à droite. Il n'y a pas... On peut pas dire, là, on commence l'été, là, on peut pas dire que Arbor Jacquet, son année à Montréal, est sûr et certain à 100%. On peut pas dire, à mon avis, que Jayden Struble, qui est agent libre avec restriction, son avenir à Montréal est sûr à 100%. Devant le filet, Caden Primo, je pense que c'est parti, mais il y a beaucoup de joueurs qu'on peut pas dire à 100% ces gars-là vont être de retour la saison prochaine. Puis, mais à la limite, Arbor remplit un rôle. Il remplit un rôle. Il remplit un rôle. Puis ça, c'est... Moi, je le garde, là, Arbor. Moi, pour le rôle qu'il remplit, je le garderais parce que je pense que c'est une erreur de le laisser partir, malgré qu'il y a des lacunes défensivement. Mais mettons qu'on joue à l'échiquier, puis je sais que j'étais ici, puis j'ai dit que je garderais Devorak, puis je maintiens mon point que si on trouve meilleur, on le remplace, mais sinon, non. Mais dans le contexte du Canadien, là, si on joue un peu à Armchair GM, là, puis qu'on regarde comment ils vont gérer le club, je pense que tu pars l'année en disant je vais aller chercher un deuxième centre, ça c'est clair. Je vais mettre Newhook je vais projeter Newhook comme troisième centre, même si je trouve qu'il est meilleur à l'aile. Mais il amène de la vitesse, puis ça peut aider, ça peut être intéressant. Et je pense que Doc va venir compétitionner un Laine si tu n'amènes pas un autre allié sur un deuxième trio. Et on va pour créer comme ça, en prenant pour acquis que tu as un deuxième centre qui rentre là. Mon souhait, ça serait qu'on trouve un allié qui remplacerait et Laine et Doc. Et qu'on aurait un deuxième centre aussi solide. Mais entre ce qu'on souhaite et ce qu'on a, il y a quand même une grosse différence. Parce que si Demidov part l'année et il n'y a pas de points en 10 matchs, puis il faut lui donner un break, il faut quand même que tu aies quelqu'un qui a de monter. Fait que tu as besoin de la profondeur. Mais entre Laine et Doc sur un quatrième trio, qui tu mets? J'aime mieux Kirby Doc sur un quatrième trio. Fait que rendu là, c'est là la réflexion aussi de dire, tu sais, avec Newhook au troisième centre, tu pourrais aussi dire à un moment donné, Newhook fait pas le job, tu envoies Newhook à l'aile, c'est à 4, tu envoies Doc troisième centre, tu peux jouer. Le seul avec qui tu peux pas jouer c'est Patrick Laine. C'est Patrick Laine. Il n'y a pas 1000 places tu peux le mettre. Il y en a une. Powerplay puis sur le deuxième trio. Et là, le Canadien a le luxe d'avoir des actifs. 2 choix de première ronde. Je ne crois pas qu'on va échanger les 2 choix de première ronde. Mais je crois quand même qu'un des 2 choix de première ronde va partir. Mais ça, c'est mon avis à moi. Parce que je me dis, le Canadien, dans les dernières années, n'a pas échangé souvent des choix
première ronde. Le fait quand même dans la transaction Kirby Dach et tout ça, mais on essaie quand même de repêcher. Puis je crois que c'est important au moins de repêcher un joueur pour au moins avoir une valeur dans le futur. Puis d'avoir au moins garder une banque d'espoir. Parce que là, les espoirs A+, sont quasiment tous arrivés là, à Laval ou à Montréal. Ouais. Il te reste Michael Age. Mais là, tu as potentiellement 2 autres avec le repêchage de cette année que tu peux aller autres. chercher. Là. T'sais, Michael Age, on parle de lui comme l'espoir A+, mais il était repêché 22, 23? 22. 22. Tu sais, quand le Canadien ce matin-là avait monté dans le draft, on va utiliser ce pic-là pour échanger autre chose. On a 22 ou repêché 21 même. Mais... On a repêché 22. Puis puis là, tout d'un coup, il connaît une éclosion. Moi, je pense qu'il y a des... je serais pas contre qu'on échange les choix, mais faut pas que tu te trompes sur cet échange-là. Faut vraiment que tu t'assures. Tu sais, Kirby Dach, je trouvais que c'était comme un peu un risque. Tu sais, Hughes, c'est ce qu'il essaie de faire avec Dach, Newhook, Laine. Il prend des joueurs qui ont plus de difficultés quelque part, puis ils disent viens chez nous, puis on va venir, ça va changer. C'est des bons paris. Mais je sais pas à quel point tu peux le prendre là avec cet échange dans le choix de première ronde cette année. Je pense qu'il faut vraiment que tu le réfléchisses dans un mode comme quelque chose de surprenant, quelque chose qui sort un peu du champ gauche. T'es comme un joueur établi que... Là, je dis quelque chose. Je dis pas comment échanger Rantanen, mais tu sais, quand Rantanen était échangé, c'était comme mon Dieu, il était échangé. Ça a surpris les gens. Ouais. Ben, ça serait le genre de move que je trouverais le fun à analyser. Parce que ça aussi, ça va libérer de la place. On parle toujours, moi je parle depuis tantôt de la congestion, mais la congestion va se libérer au partir du moment si tu transiges, il y a des actifs qui vont partir aussi. Là. Merci à Jake, le meilleur producteur, qui m'a texté 21. 21 le rang de Michael Age. Je pense que c'était de 26 à 21 que le Canadien s'était avancé au repêchage. Mais tellement de bonnes questions. Je veux parler brièvement, parce que là, je connais pas tous les détails. Je suis pas assez calé en masse salariale et tout ça pour parler de Carey Price à 100%. Mais le Canadien aurait quand même à gagner d'échanger le salaire de Carey Price. Il reste 1 an de contrat. Le Canadien va lui verser un boni le 1er juillet de 5,5 millions. Et donc, son contrat devient intéressant pour une équipe qui veut viser le plancher salarial. Parce que en termes monétaires, il va coûter 2 millions, mais 10,5 sur une masse salariale. Le Canadien peut le mettre sur la liste des blessés à long terme comme il l'a toujours fait, mais va pouvoir seulement le faire lors du premier match de la saison régulière. Si le Canadien est en mesure de pouvoir le transiger le plus rapidement possible, le Canadien se donne un petit peu plus de marge de manœuvre pour des bonnets à la signature de joueurs qu'il faut payer dans les prochaines années. J'ai hâte de voir si le contrat de Carey Price va être échangé. Et Carey Price lèverait sa clause de non-échange pour permettre aux Canadiens d'avoir un petit peu plus de flexibilité à ce niveau-là. Ouais, puis on avait oublié un peu ce contrat-là parce que le Canadien était en reconstruction puis la masse salariale n'était pas un enjeu. Ouais, parce qu'on n'était pas acheteur. Ben, c'est ça. Là, ben, si tu dis que tu as besoin d'un deuxième centre, tu veux que tu ailles transiger, tu veux extensionner Lane Hudson, oui, le LTIR va aider pour libérer de la place sur la masse pour le contrat de Carey Price, mais l'enjeu qu'il va y avoir, c'est que cet espace-là de LTIR peut servir de coussin en cas de montant imprévu durant l'année, des bonus, des bonis payables sur des contrats de recrues, etc. Fait qu'ils perdent ça. Fait que, oui, tu libères sur la masse, mais si tu dépenses trop sur la masse sans avoir ce coussin-là, ça peut créer des pénalités Exactement. Et le Canadien a eu des pénalités cette année. Une des équipes qui a eu le plus de pénalités salariales là, qu'on a dû remettre en argent durant la saison. Et il ne reste pas grand temps, mais je veux m'amuser, OK? Frank Cervalli a sorti son top 50 des agents libres. J'en parlais un peu plus tôt durant le podcast. Et là-dedans, il fait affaire avec AFP Analytics qui, eux, habituellement, sont pas mal bullseye sur le salaire qu'on peut fixer à un joueur qui devient agent libre ou une signature à prévoir. Et dans ce cas-ci, ce sont les agents libres qui s'en viennent. Il y en a plusieurs qui vont rester au sein de leur formation. Mais là, on cherche un deuxième joueur de centre. Et même si Kent Hughes a dit qu'il préférait l'avoir via transaction et surpayer pour l'avoir via transaction, je vais quand même te nommer les 5 premiers joueurs de centre qui viennent sur la liste. Le premier d'entre eux, je pense pas qu'il va t'intéresser, mais c'est John Tavares. 34 ans, il vient d'avoir une saison de 74 points, 38 buts en 75 matchs, parce que les Leafs se retrouvent dans une situation où tu dois prolonger Mitch Marner. Et selon Frank Cervalli, Mitch Marner, c'est 7 ans, 13 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Et tu as Matthew Knies, qui est agent libre avec restriction, qui lui est un des meilleurs joueurs de série que j'ai eu la chance de voir cette année. Là. Il est bon. Quel attaquant de puissance de premier trio. Ajout incroyable avec Marner et Matthews. Alors, tu as quand même 3 dossiers à Toronto à gérer durant l'entre-saison. Mais dans le cas de Tavares, on parlerait de
3 ans, 7,9 millions par année. Est-ce que ça t'intéresse ou ça t'intéresse pas? Là, je comprends que Tavares ne viendra pas à Montréal. Il viendra pas. Toronto. Mais ça serait-tu un joueur quand même qui pourrait t'intéresser? Encore une fois, il viendra pas. Il viendra pas. Mais le leadership, la durée du contrat Ouais. est intéressante, pardon. Parce que ça permet une transition. Mais je trouve ça... Je trouve cher payé pour un gars de 34 ans pour changer de destination. Tu sais pas ce que tu vas avoir dans une nouvelle équipe, dans une nouvelle organisation. Moi, personnellement, je n'irai pas là. Le deuxième, Sam Bennett. Son nom circule beaucoup. Son nom circule beaucoup parce que les Panthers ont beaucoup de joueurs qui tombent agents libres, parce que les Panthers ont dû laisser partir des joueurs au courant des dernières années dû à la masse salariale. Mais c'est un nom qui revient quand même dans les discussions. Je pense pas que c'est un gars qui viendrait jouer nécessairement à Montréal, mais garde, on s'intéresse quand même à lui. C'est un gars qui a débuté sa carrière à Calgary. C'est un joueur canadien. 6 pieds 1, 28 ans, va en 29 en juin prochain. 51 points lors de la dernière saison. Ça a été sa meilleure dans la Ligue nationale. Et il roule en ce moment à 8 points en 9 matchs en série, 5 buts. On parlerait d'un contrat de 6 ans et 6,4 millions par année. Moi, je m'attendais à plus pour Sam Bennett. Un contrat de 7, 7,5. Moi, j'allais Mais on beaucoup. surpaye au marché des joueurs autonomes. Mais là, on estime 6 ans, 6,4. Moi, je l'aime beaucoup. Puis, tu sais, en ronde, on se disait, un gars comme Sam Bennett, s'il avance dans l'âge, puis s'il devient un joueur moins efficace offensivement, tu pourrais aussi le faire descendre troisième trio. Fait qu'il donne cette flexibilité-là de changer Exact. de rôle aussi. Moi, j'ai un parti pris parce que je l'adore comme joueur. Je trouve qu'il apporte ce côté physique, chien, Que tu as besoin en série. en série, un leadership, il a gagné la coupe. Il apprécie jouer au Canada. Il a été bon en finale du tournoi des 4 C'est nations ça. aussi. Moi je serais plus en faveur d'un Sam Bennett. Juste parce que ce qu'il peut amener puis qu'il compléterait bien dans l'échiquier salarial, il fitterait aussi. Il sera jamais un marqueur 70 points. Mais est-ce qu'il améliore tes alliés à côté de toi? Je pense que oui. Je pense que oui. Ouais. Puis si c'est ça le cas, ben, il va peut-être finir la saison 55, 60 points. Peut-être, je spécule, hein, mais peut-être qu'en série, c'est un joueur qui performe sous la pression. Il ambiance. Peut-être qu'à Montréal, c'est le genre d'ambiance que lui aimerait. Puis qu'il performerait un samedi soir à Montréal. Ça amènerait ce côté de ce qu'il Il y a recherche. deux catégories de joueurs. Il y a une catégorie de joueurs, des gars que tu vas voir un peu plus en saison régulière, en séries éliminatoires vont s'éteindre, mais Sam Bennett, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Il va être bon en saison régulière, mais en série, Il élève. il élève son jeu d'un cran. Tu as besoin de joueurs comme ça, on l'a vu cette année. Là. Ah oui. Je veux dire, une nation en 5 contre les Capitals de Washington, ça manquait un petit peu de jeu physique, de robustesse. Il coche toutes les cases, Sam Bennett. Moi, je l'aime. 6 ans, par contre. Ouais, mais il pourra jouer ça à 3 éventuellement. Tu sais, 6 C'est un ans à profil intéressant. 6.4. Il signe à 29, il finit à 35 ans son contrat. Puis après ça, attends, là. Ça dépend. Mais admettons que ça va moins bien. C'est un joueur de série. Ça s'échange au deadline, ça. Ouais. Tu sais, je veux dire, rendu là. Ou il y a son importance quand même au sein d'un troisième trio Ben, en c'est série, ça. pareil, Fait que, même si ça... Moi, je trouve qu'il donne plus de flexibilité long terme. Don Tavares, je l'aime comme joueur. Puis oui, il serait je dirais pas non dans le Leadership sens. incroyable. Il serait le meilleur deuxième centre qu'on a dans l'organisation de loin. Mais je trouve que c'est pas le fit aussi intéressant. Tu sais, pas comme si Lily, ça a tout cassé en série depuis qu'il est arrivé. Non. Là. Puis c'est pas Tavares non plus qui performe en... Ben, C'est correct, mais c'est pas genre. Il n'y a pas ce côté wow là, que tout s'élève. Versus Bennett, il arrive en série, il joue là. Tu sais. Moi, j'irais plus pour lui. ok, je te lance un dernier nom. Claude Giroux. 37 ans. Gagnait 6,5 par année. 50 points à 81 matchs. C'est plus un ailier. Il a joué plus à l'aile cette année qu'au centre, mais on sait qu'il est capable de jouer au centre. 2 ans à 5,2 millions par année. Non. Pas intéressant. Non, ça va là. Comme on veut des vétérans, mais comme des vétérans genre, comme Bennett. 28-29 ans, qui savent performer qu'à ça compte, qui savent c'est quoi jouer dans un marché où ce que le hockey est important, puis qui veulent jouer dans ce marché-là. Je ne dis pas que Bennett veut, là, ça se peut fort bien qu'il ne veuille pas venir ici, puis c'est bien correct. Mais non, moi, Claude Giroux à 37 ans, non. Vaut mieux être patient.
sais, il vaut mieux se dire, OK, si c'est pas là, si le bon joueur n'est pas disponible, si on voit que c'est forçons pas la chose, si on force la chose, c'est là que je trouve qu'il y a des erreurs qui se font. Une chose que je trouve toujours particulier dans le sport, c'est quand on dit, puis ça on le voit dans le foot autant qu'on voit dans le hockey, c'est pas une grosse période, c'est pas une grosse année de joueurs autonomes. Fait que les joueurs moins bons ils sont payés plus cher à cause de la rareté. Je comprends le phénomène de la rareté. Ouais. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de se jeter sur ces joueurs-là parce qu'il n'y en a pas d'autres meilleurs disponibles ailleurs. Soyons patients. Les Canadiens, là, ils progressent bien. Puis il faut juste montrer qu'on on prend des bonnes décisions, mais chaque année qui passe, c'est une année où est-ce que la masse salariale augmente, on a des bons contrats, faut pas attendre trop parce que tu vas perdre ta fenêtre. Mais forçons pas la chose. Trouvons le bon fit pour l'équipe. Mais on a été bon, on a parlé de quelques options via le marché des joueurs autonomes pour un deuxième joueur de centre. On a fait tout ça durant le podcast sans mentionner le nom de Sidney Crosby via transaction. On a été bon, Sacha. On n'a pas parlé de Sidney Crosby dans ce podcast-là. Martin serait pas content. Martin en aurait parlé. Je l'entends, je vois les clips passer, moi. Martin qui dit que c'est comme si c'était déjà fait, ça. Tu y crois-tu à ça? Non, moi, j'y crois pas. Non. J'aimerais y croire, mais je n'y crois pas. Une question que je me pose sincèrement, puis c'est pas que je pense à arriver. Non, on va finir avec ça. Mettons que Dubas appelle Crosby et dit j'ai une transaction sur la table pour toi pour aller à Montréal. Est-ce qu'il lève sa clause de non-échange? À Montréal, oui. Il lève sa clause. À Montréal, il lève sa clause. Moi, je pense pas. Mais je pense que Sidney décidera où il va aller. Ouais. Et non, l'équipe va lui dire... OK, pas de problème. Mais est-ce que tu penses qu'il quitte Pittsburgh? Non, à la base, non. Moi, je pense qu'il va... Il me là, donne je comprends tous les l'impression... liens qui le ramènent à Montréal. Oui. Mais il me donne... Peut-être que je me trompe, puis je serais très, 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 très heureux de le voir au Canadien. Moi aussi. Mais je ne crois pas que c'est un joueur qui va quitter la ville qui l'a repêché. Moi non plus. C'est mon feeling. On peut finir ça. On verra si ça vieillit bien ou ça vieillit mal. On verra. Le temps le dira. Non, mais même si ça vieillit mal, là, c'est pas grave, on va être content de voir Sidney Crosby à Montréal. Ça va être la J'aime mieux que ça vieillit mal, ce qu'on vient de faire pendant 30 secondes, que les deux me tromper. Je veux qu'on me dise ça. Il n'y a pas juste Montréal qui l'intéresse. T'auras plus de podcast, tu connais rien. ça voudrait dire que Crosby est à Montréal. Puis pas de trouble BPM, moi bien content. Ça veut dire que Crosby est à Montréal. Non, sortez-moi pas du podcast. Ça va dégager. Non. Hey, Sacha, un gros merci encore pour cette semaine. Merci à tous ceux qui nous écoutent chaque semaine. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires également pour le podcast Les Compteurs. Yes. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres sujets. Puis c'est pas les sujets qui manquent en ce moment. Non, on va avoir du fun. On va avoir du gros fun. Yes. Un gros merci. À la semaine prochaine. Yes, salut. Les Compteurs avec Sacha Gavami.